Ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui va aborder l'univers d'Aurore dans les grandes lignes et le système de règles, et c'est principalement pour ça que cette vidéo est réalisée, c'est pour évidemment évoquer les règles de manière très pédagogique. En quelques dizaines de minutes, vous soyez totalement opérationnel sur les règles. Mais avant d'aborder les règles, on va évidemment évoquer l'univers, c'est très important parce qu'il faut savoir dans quoi vous plongez, et vous le verrez, ça impactera légèrement les règles. Donc cet univers vous plonge dans une bibliothèque au tout départ. Vous, les joueurs, vous allez incarner le rôle de visiteur et votre meneur de jeu incarnera le rôle du conservateur. Le conservateur, c'est un personnage qui erre dans une vaste bibliothèque, immensément grande. Il est un peu hors du temps, un peu à l'écart de toute chose. Et bien, dans cette bibliothèque regorge d'innombrables récits, des histoires d'horreur toutes plus abominables les unes que les autres et qui vont chacune enrichir et approfondir l'univers que je vais vous présenter après, donc l'univers du jeu de rôle Aurore. Quand vous allez jouer votre partie d'Aurore, si c'est en physique en tout cas, la pièce dans laquelle vous allez jouer est une des pièces de cette vaste bibliothèque. Votre conservateur se tiendra devant vous et vous narrera, il vous contera un livre qu'il aura au préalablement choisi. Et vous, visiteur, vous allez vous plonger intégralement, corps et âme, surtout âme, dans le récit pour y incarner des personnages, les héros de l'histoire qui vont vivre quelque chose d'absolument cauchemardesque. Du coup, voilà le cadre du jeu. Maintenant, à l'intérieur du récit, vous allez plonger dans un univers absolument chaotique. On parle de la fin de l'humanité, c'est un univers contemporain avec des guillemets, vous le verrez après pourquoi, contemporain horreur fantasy. Donc c'est parti, on y va. Vous allez donc jouer dans un univers où l'humanité a cessé d'évoluer autour des années 2000. Ça, on verra un peu plus tard le pourquoi l'humanité a cessé d'évoluer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, dans la plupart des foyers, on y trouve un ordinateur familial avec l'arrivée d'Internet qui est tout à fait instable, où les forums ne sont pas modérés, où on peut y trouver tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment l'arrivée d'Internet. Dans les maisons, on peut y trouver encore des vieilles télés cathodiques avec des lecteurs VHS, des caméscopes, tous des téléphones fixes. S'il n'est pas branché, il n'y a pas de téléphone tout court. Le signal avec les téléphones à clapper, c'est très instable, il y a plein d'endroits où... Donc voilà, le but, c'est d'avoir un cadre propice et idéal à l'horreur. Donc voilà un peu le cadre du jeu, l'univers dans lequel vous allez plonger. Parce que à partir des années 2000, c'est un peu l'apocalypse, tout le monde parle d'apocalypse. Donc voilà pour cette ambiance un peu glauque, inspirée bien évidemment des creepypasta, c'est l'objectif, c'est comme ça que le jeu de rôle a vu le jour. Et nous allons du coup aborder l'origine de ce chaos. Tout commence à l'ère pré-industrielle. L'humanité a fait la découverte d'un minerai dans les souterrains qui s'appelle la blasphorite. C'est un cousin du charbon. Sauf que la blasphorite, elle est encore plus bon marché que le charbon. Elle est très facile à extraire, il y en a absolument partout. Et la durée de vie de la blasphorite, lorsqu'elle est consumée, est un peu plus longue que celle du charbon. Donc voilà, l'humanité, pendant l'ère industrielle, va s'orienter pleinement vers la blasphorite. Sauf que ce minerai a une particularité qu'on va le découvrir beaucoup trop tard. C'est un scientifique qui porte le nom de famille Fell, c'est Winston Fell de mémoire, qui va faire sa découverte. Ce minerai, lorsqu'il est consumé et brûlé, il dégage des fumées qui sont saturées en fel. Le fel, c'est une molécule chaotique qui va être ingérée par l'homme ou toute forme de vie, excusez-moi, et qui va octroyer des sens supplémentaires, des dons supplémentaires, et qui va impacter le système nerveux, qui va rendre les gens un peu fous, un peu assoiffés de pouvoir, ils veulent toujours plus, ils veulent se venger, s'enrichir, gagner en pouvoir, enfin bref, ça met en avant tous les travers de l'homme et ça estompe les vertus que peuvent avoir un individu, quoi. Donc c'est quelque chose de très mauvais. Et le problème, c'est que pendant l'ère industrielle, les usines tournaient à plein régime. Le fel était envoyé dans l'atmosphère, ça saturait l'air, il y en avait absolument partout. Un petit clin d'œil au réchauffement planétaire, bien sûr. Et vient le moment où une fondation qui est scientifico-militaire et qui est un peu tournée vers la foi va étudier le phénomène, évidemment. Elle va constater qu'une chose. Déjà, l'atmosphère est suffisamment saturée pour avoir atteint un point de non-retour. C'est trop tard. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus réparer ce qu'on a dégagé dans l'atmosphère. On est face à une situation qui est vraiment critique. L'humanité est exposée continuellement au fel, et notamment les humains qui sont beaucoup plus sensibles pour une raison que l'on ignore. Le fel, comme je l'ai dit un peu précédemment, il procure des dons paranormaux à ceux qui s'y adonnent corps et âme,
On parle ici de sciences occultes. Occultes, pourquoi? Parce que, eh bien, on ne sait pas jusqu'où s'étendent les limites du Fel. À l'heure où je vous parle, on ne le sait pas et à vrai dire, on ne le saura probablement jamais. Donc, eh bien, un peu n'importe qui sur Terre, hein, ça peut être du SDF qui cherche à avoir à manger, ou d'une bande de cambrioleurs, ou d'un homme qui veut se venger de son meilleur ami qui a pécho sa femme, enfin bref, voilà. N'importe qui sur Terre peut être amené à utiliser le Fel et à développer des dons et des capacités paranormaux pour faire à peu près ce qu'il veut. Donc, eh bien, évidemment, c'est la panique, c'est le chaos, les faits divers se multiplient, les incidents à travers le globe se multiplient eux aussi, c'est le grand bordel. Par des régimes dans le monde font face à quelque chose d'absolument incontrôlable, car il y en a partout dans l'air. Bien sûr, ça devient interdit, illégal de le pratiquer, mais évidemment, on le respire et parfois, eh bien, on peut avoir des dons et faire des choses qu'on ne souhaite pas faire, mais sous le coup de l'émotion, voilà, on est en colère, on incendie la maison du voisin, ça peut arriver quoi. Donc, c'est un peu le bordel, c'est même extrêmement le bordel. Il y a des régimes qui tombent, il y a des États qui déclarent la loi martiale. Il y a des pays à travers le globe qui n'émettent plus aucun signal. Il y a des régions tout entières qui sont mises en quarantaine, des grandes villes qui sont mises elles aussi en quarantaine avec des barrages policiers, des barrages militaires. Enfin, c'est le grand bordel. La plupart des gouvernements au monde vont octroyer plus de pouvoir, plus de richesse. Les financements vont affluer vers la fondation, comme on l'a vu précédemment. La fondation va s'octroyer des pouvoirs militaro-scientifiques absolument exceptionnels. Et il faut très souvent, quand un gouvernement veut mettre en place quelque chose, il faut très souvent avoir au préalable l'aval de la fondation. Un peu les maîtres du monde, on va dire, entre guillemets. Et bon, cette fondation, elle est un peu controversée parce que, voilà, ils mettent l'éthique de côté, ils font des expériences absolument abominables sur des enfants, des animaux, des vieillards, bref, j'en passe. La fondation ne révèle rien, on ignore s'ils font des recettes, probablement que oui, on n'en sait rien, c'est tout à fait opaque. La plupart des gens dans le monde n'aiment pas trop ça, quoi. Que fait le Fel sur l'homme? Eh bien, au tout départ, elle va leur octroyer des dons. On commence par ça. Lorsque les gens exploitent le Fel, ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils développent des sens, ils développent des possibilités de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrefois. Mais lorsque ils entreprennent ces actions, lorsqu'ils font appel à leur Fel dans leurs intérêts propres à eux-mêmes, ils vont constater que leur système nerveux va agir de manière différente. En fait, ils vont vouloir toujours plus, jusqu'à aller dans l'obsession totale. Le corps physique de ceux qui pratiquent le Fel va évoluer, va se tordre. Donc là, on va retrouver un peu cette ambiance creepypasta, les très célèbres illustrations qu'on peut trouver sur Internet. Les gens vont devenir totalement fous alliés. Plus ils sont là-dedans, plus ils sont incontrôlables. Et on peut y voir toutes sortes de choses abominables parce que le mal prend bien des formes. Ça concerne souvent des personnes qui sont très isolées. Ça peut être des gens qui ont des biais dangereux, des psychopathes, des gens déviants, on va dire, vis-à-vis de l'humanité. Vous avez les victimes de choses dramatiques qui souhaitent probablement se venger et qui vont utiliser le Fel. Vous avez donc des tueurs en série, des communautés sectaires qui vont prôner la puissance du Fel et l'éveillement vers un être supérieur. Enfin bref, vous avez aussi des démons, des forces occultes qui vont agir de on ne sait où, des êtres venus d'ailleurs, qui vont impacter le corps des hommes. On peut y voir des choses absolument impossibles. Vous avez vis-à-vis de ça de grandes institutions à travers le globe. On a parlé de la fondation déjà, on va en reparler. Vous en avez une nouvelle qui s'appelle l'agence Umbra Maleo. Le marteau des ombres, c'est une fondation qui cherche à combattre physiquement, donc avec des armes à feu, toutes sortes d'armes même, qu'on appelle les abominations du Fel. Donc ce sont tous ces gens qui exploitent le Fel jusqu'à en devenir des monstres. Et les monstres, parlons-en. Car sur des forums obscurs d'internet, à travers des MMS reçus, cousins ou autres, de photos un peu floues, etc., de caméscopes retrouvés dans la forêt, bref, on peut y voir de temps en temps des nouvelles formes de vie absolument horribles, impossibles, des formes de vie abominables, qui rentrera dans la case des cryptides, des créatures dont on ignore si l'existence a été vérifiée. En tout cas, spoiler, elles existent. Quand quelqu'un exploite à fond le Fel, il se transforme inévitablement en monstre. Vis-à-vis de ces monstres, vous avez toutes sortes de monstres. Ça peut être un corps mutant qui évolue, voilà, quelqu'un qui a 3 bras, 2 yeux, une grande gueule béante prêt à vous bouffer. Ça peut être un zombie. On va ressortir absolument toutes les créatures des folklores locaux de nombreuses régions à travers le globe. On parle de Wendigo, de Vardiger, de toutes ces créatures-là qui peuvent être rencontrées dans le monde d'Aurore. C'est tout à fait possible. Mais les créatures qui sont dans un stade vraiment avancé sont beaucoup plus rares. Et lorsque vous allez aborder ça auprès de la population générale dans le jeu de rôle, on va être sceptique vis-à-vis de ce que vous dites, évidemment. Que fait nos gouvernements, les hommes et les femmes de pouvoir et d'influence à travers le globe, quand le Fel va être reconnu à l'échelle planétaire?
l'ensemble des gouvernements et des institutions, et des entreprises, des grandes corporations et tout, vont dérouter les ressources et les technologies dédiées aux civils vers un programme spatial visant en fait à quitter la Terre. Donc ce programme spatial s'appelle l'Odyssée. Ils vont dérouter l'ensemble des ressources, des technologies, les personnes les mieux formées avec le plus d'expérience vont tous bosser sur un projet qui s'appelle du coup l'Odyssée, qui est un projet d'ascenseur orbital. Donc ce projet va naître dans la Guyane française, là où il y a déjà une agence spatiale européenne et là où on est le plus proche de l'équateur, donc c'est beaucoup plus faisable. Neil Armstrong n'a jamais mis le pied sur la Lune. Jamais. C'est historique. Par contre, il a été le premier homme à inaugurer cet ascenseur orbital. Il a été le premier à monter en orbite pour préparer ce projet d'évacuation où voilà, les hommes les plus riches et les femmes les plus influentes vont partir à la conquête des étoiles pour essayer de trouver une nouvelle planète à coloniser, quoi. Donc on aborde aussi de l'aurore spatiale, c'est tout à fait possible dans cet univers. Ce faisant, les élites du monde ont laissé la population Terre face aux ravages du Fel, aux expérimentations de la Fondation, parce que c'est principalement elle maintenant qui lead toute chose sur Terre. Donc voilà, nous sommes face à un univers absolument chaotique. On n'a pas parlé de la religion, mais la religion a évidemment explosé, tout le monde prie Dieu, tout le monde prie Allah et toute forme de prophète, et voilà, donc la religion a vraiment explosé aussi sur Terre. Donc voilà, pour cette partie lore de l'univers d'Aurore. Maintenant, on va aborder le vif du sujet, les règles. Alors vous allez voir que le jeu de rôle est très simple. Les règles sont pas bien compliquées, normalement ça devrait être assez rapide. Alors comment se présente Aurore? Aurore, c'est un jeu de rôle qui se veut être un action Aurore Fantasy. On parle pas de contemporain, parce qu'on peut très bien jouer il y a 300 ans en arrière, tout comme 200 ans dans le futur. Donc on parle pas de contemporain, c'est un action Horror Fantasy. Action, pourquoi? Parce que là où la plupart des jeux de rôle vont privilégier l'enquête, ici, non. Ici, on va privilégier, en premier lieu, l'action. Il faut réagir, il faut survivre, il faut qu'on prenne des décisions là maintenant, les gars. Il faut qu'on se dépêche. L'enquête, elle existe aussi dans l'univers d'Aurore, faut pas déconner. Elle passe en second plan, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire pendant qu'on survit. Il faut essayer d'enquêter, savoir pourquoi, pour essayer de mieux combattre ce qui nous fait face, quoi. En gros, pour être très simple. Donc, quand on parle d'action, on parle de quoi exactement? Dans ce jeu de rôle, vous avez un compte à rebours. Tout le temps, dans quasiment tous les scénarios. Bien sûr, le conservateur, votre meneur de jeu, en fait ce qu'il veut. Attention, il n'y a pas de règle établie. Il se l'approprie, il fait ce qu'il veut. Le compte à rebours va être déclenché dès les premières minutes du jeu et pour une durée variable selon votre conservateur. Ça peut être 1h30, 1h45, 2h, peu importe. Attention, lorsque ce compte à rebours tombe à 0, un événement tragique se produit directement là où vous êtes, dans votre scène. Ça peut être les secours, l'hélico des secours qui s'écrase, ça peut être le mec qui vous accompagne, il commence à muter et à se transformer en monstre. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en tout cas, un événement tragique se produit. Donc prenez garde à ce compte à rebours. Lorsqu'il tombe à 0, c'est la merde, je vous le dis tout de suite. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce compte à rebours, lorsqu'il tombe à 0, ça ne déclenche pas la fin de la partie, attention. Votre conservateur va relancer le compte à rebours pour une durée toujours plus courte. Donc, plus vous allez avancer dans l'histoire, et plus les galères vont s'enchaîner, vous allez vite en faire les frais, vous allez voir. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour vous, joueurs, visiteurs, vous allez avoir devant vous un tapis de dés. Alors, évidemment, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Si vous en avez un, c'est très bien, c'est vraiment top. Dans ce tapis de dés, vous allez avoir votre pool de dés, donc c'est 5 dés à 6 faces, de couleur noire. Alors attention, la couleur est très importante, vous le verrez après pourquoi. Ces dés à 6 faces vont chacun représenter un point de vie de votre personnage. Donc là, avec 5 dés au début de partie, vous avez 5 points de vie. Bon, là, jusque-là, c'est très simple. Sur ces dés, seule la face 6 nous intéresse. Toutes les autres faces, on s'en moque. Pourquoi? La face 6 va en fait vous procurer des succès. Donc là, on va imaginer que vous faites une action. J'en sais rien, ça peut être escalader un muret, tiens. Voilà. Non, escalader la façade d'un immeuble, ça va être mieux. Vous escaladez la façade d'un immeuble, donc vous décidez de faire cette action. Quand vous faites quelque chose dont l'issue est incertain, faites rouler les dés. Votre conservateur vous dira, lance les dés, on va voir si ça passe ou ça casse. Et on regarde un peu ce qui se passe. On regarde combien de 6 on a. Là, on constate qu'on n'en a qu'un seul. On n'a qu'un seul succès. Dès le moment où vous avez un succès, il faut savoir que la narration de l'histoire, le cours des événements évolue en votre faveur. C'est très important, ça évolue en votre faveur. Donc si vous escaladez la façade d'un immeuble, vous y parvenez très bien. Par contre, si vous ne faites aucun succès, si vous faites
en gros un échec, la narration, et je tiens à le préciser haut et fort, évoluera en votre défaveur. Dans la plupart des jeux de rôle, quand on échoue, il ne se passe rien. Là, c'est pas le cas. Là, ça joue vraiment en votre défaveur. Ça veut dire une chose, eh bien, si vous escaladez la façade d'un immeuble pour monter au deuxième étage, et vous foirez, eh ben, écoutez, vous allez monter partiellement. Une fois arrivé au premier étage, vous allez tomber, vous allez vous écraser sur le toit d'une voiture et vous allez perdre un point de vie, 2 points de vie. Bon, ça, c'est le conservateur qui le déterminera. Donc voilà, ça jouera totalement en votre défaveur et c'est ce qui fait que c'est tout le temps dynamique parce que vous allez faire tout le temps plein d'actions et ça ira soit dans un bon sens, soit dans un mauvais sens. Oui, ça évoluera toujours, sachez-le. Donc voilà pour ceci. Ensuite, nous allons aborder quelque chose de très important, le degré de difficulté. Le degré de difficulté, c'est quoi? Si vous escaladez un muret, si vous escaladez la façade d'un immeuble, si vous escaladez une falaise abrupte, et ben on est d'accord qu'on ne parle pas du même degré de difficulté. Hein. La falaise sera évidemment beaucoup plus dure à escalader qu'un petit muret. Hein. Donc le degré de difficulté, c'est quelque chose que votre conservateur ne vous dira pas. Au moment où vous déclarez votre action, si vous dites que voilà, vous voulez escalader la façade de l'immeuble, lui il va estimer, ok, moi je considère qu'il faut 2 succès pour que tu y parviennes, mais il le dira pas, hein, il le gardera pour lui. Hein. Donc vous allez devoir lancer les dés sans savoir combien de succès il vous faut. Et là, se produit 3 cas de figure. Le premier cas de figure, on l'a dit, c'est un échec. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Et même pire que ça, la narration joue contre vous, donc vous en prenez plein la gueule. Donc ça, c'est le cas de l'échec tel qu'on peut le voir là, maintenant. Dans le cas d'un seul succès, parce que là, on le voit, le degré de difficulté, il est de 2. Vous avez fait qu'un seul succès, ça veut dire qu'en fait, c'est une réussite partielle. Donc la narration jouera en votre faveur. Vous arrivez à monter sur le balcon du 2e étage. Vous arrivez à faire votre action. Parce que vous avez fait un succès, voilà, ça marche. Mais c'est une réussite partielle, donc il y a des conséquences. Quand vous arrivez sur le balcon, dès le moment où vous posez les 2 pieds, quelqu'un sort, ouvre la fenêtre, sort, vous engueule, elle est totalement paniquée, ensanglantée, et elle vous plante un coup de poignard dans le bide. Vous perdez X points de vie. Voilà ce qu'est une réussite partielle. Vous arrivez à faire ce que vous faites, mais il y a des conséquences derrière. Hein. Vous sautez au-dessus d'une crevasse, ok, vous y arrivez. Par contre, un gros bloc de rocher se détache sous vos pieds, alors vous arrivez quand même à passer de l'autre côté. Mais par contre, pour les gars qui sont derrière, pour vos collègues qui vont essayer de sauter, ce sera encore plus dur. Voilà. Donc il y a toutes sortes de conséquences comme ça. C'est votre conservateur qui arbitrera et qui dira ce qui se passe. Hein. Vous tirez, au bout d'un moment, vous tirez, vous touchez, vous tuez, mais vous n'avez plus de balles. Bref. Et le dernier cas de figure, c'est la réussite totale. Alors là, celle-ci, c'est la plus simple, évidemment. Vous faites une action, vous y parvenez sans trop de difficultés. Mais il y a encore une dernière possibilité, c'est la réussite exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la réussite exceptionnelle? C'est si vous faites plus de succès qu'attendu. C'est-à-dire qu'en fait, votre personnage va entreprendre son action, mais de manière presque héroïque. En fait, il va pouvoir faire des choses supplémentaires. Ça veut dire que s'il saute au-dessus de la crevasse, c'est qu'il a fait une réussite exceptionnelle, il a fait beaucoup plus de succès qu'attendu, et il va tendre la main et aider le mec derrière qui a foiré son jet de dés. Il peut parer une attaque alors qu'il venait d'arriver sur le balcon de l'immeuble, il esquive le coup de couteau. Enfin voilà, l'action qu'il fait est embellie et peut même générer une petite action supplémentaire un peu héroïque qui est déjà réussie aussi. C'est votre conservateur qui arbitrera encore et encore. Ok, alors c'est parti, on continue. Il y a dans l'aventure, et ça vous allez vite vous en rendre compte, des actions beaucoup plus complexes. Qu'est-ce qu'on appelle des actions complexes? Ce sont des actions qui prennent beaucoup plus de temps. Par exemple, pirater un système informatique, défoncer une vitre blindée, réparer un moteur qui est tombé en panne, ou là j'abuse, mais peut-être changer une roue. Voilà, ce sont des actions qui sont beaucoup plus longues à résoudre. Donc comment ça marche? On va parler ici, non pas de degré de difficulté simplement, mais de degré de difficulté d'usure. Pourquoi? Si par exemple on va pirater un système informatique, on va essayer de pirater un système informatique pour déverrouiller les portes du bunker et pouvoir s'enfuir, enfin bref, le conservateur estimera un degré de difficulté d'usure. Il faudra qu'il l'atteigne au fur et à mesure des jets de dés, un total de 9 succès. Ça veut dire que le premier il en fait 2, alors c'est une réussite partielle parce qu'il n'a pas fait une réussite totale, il déverrouille des pare-feux mais il déclenche l'alarme du bunker. Second jet, un autre joueur essaie de l'aider parce que ça prend du temps de pirater, il va faire 0 succès, là c'est un échec total. Donc là le récit joue en votre défaveur. Donc c'est simple, il déverrouille la porte de la pièce dans laquelle le monstre était enfermé. Donc le monstre, il est en liberté maintenant. Voilà. Les joueurs vont lancer les dés au fur et à mesure et finir par atteindre les 9 succès qu'il faut obtenir pour faire face au degré de difficulté d'usure de 9.
Voilà, donc c'est à ça que rime le degré de difficulté d'usure. C'est qu'il faut, d'une action à l'autre, faire jusqu'à 9 succès sur cette tâche. Maintenant, nous allons aborder eh bien, le stress. Le stress, c'est une mécanique qui est très connue hein, dans l'univers, dans les jeux de rôle de manière générale. Hein. Il y a plein de jeux de rôle qui utilisent cette mécanique-là. C'est eh bien, des dés rouges qui vont s'ajouter à votre pool de dés. On va prendre un cas de figure. Vous avez lancé eh bien, votre pool de dés et vous avez fait aucun succès. Votre résultat ne vous convient pas, alors que c'est un moment un peu décisif. Ça vous embête énormément et en fait, vous aimeriez bien avoir des succès. Il faut savoir que à chaque lancer de dés, vous avez le droit à une relance. Lorsque vous relancez votre pool de dés, votre personnage va stresser. Vous allez avoir un dé rouge, un point de stress supplémentaire dans votre pool de dés. Tout au long de l'aventure, votre personnage va évidemment stresser pour bien des raisons hein, et va au fur et à mesure du temps accumuler des dés rouges, des points de stress. Alors, comment fonctionne eh bien, la relance? Vous récupérez tous les dés, y compris le dé de stress que vous venez de récupérer, vous les faites rouler et vous pouvez espérer avoir eh bien, des succès. Comme on peut le voir à l'écran, là, 3 succès, c'est très bien. Alors, comment c'est traduit eh bien, cette relance dans l'aventure? Eh bien, en fait, votre personnage n'y arrive pas. Il va se surmener, se dépasser, se faire violence pour tenter coûte que coûte de réussir son action, d'où le fait que vous pouvez finalement obtenir des succès et réussir à y parvenir. Le problème, eh bien, c'est que quand il se surmène comme ça, eh ben, ça va lui générer du stress. Et plus il le fait, hein, à chaque fois que vous ferez du coup, cette relance durant votre partie, eh ben, vous allez toujours et encore générer du stress. Alors, on va imaginer maintenant que vous avez fait face à un obstacle degré de difficulté 2. Hein. Vous n'avez fait qu'un seul succès. Eh bien, vous pouvez décider de relancer hein, ce pool de dés, hein, parce que pour rappel, vous avez toujours le droit à une relance. Les 6 sont toujours réservés à la relance. Vous n'avez pas le choix. Dès que vous avez fait un 6, là ça a été le cas, on a déjà fait un 6 au préalable, il faut le préserver. Tous les autres dés, y compris le point de stress qu'on vient de prendre, seront eux relancés pour obtenir un nouveau résultat. Le dé qu'on a mis à l'écart revient bien sûr dans le pool de dés, hein, et là on voit qu'on obtient de succès, on finit par y parvenir. Donc voilà, d'ailleurs je vois que dans ma diapo il manque un dé rouge, bon c'est pas grave. Donc voilà comment fonctionne la mécanique de stress. Au niveau des dés rouges, alors la phase 6, peu importe la couleur du dé, est un succès. Parce que le stress est vecteur d'adrénaline. Hein. Si vous êtes stressé, ça veut dire que vous êtes chargé en adrénaline, donc vous avez plus de chances de réussir vos actions. Par contre, attention, il y a un contre-coup au dé rouge. On peut le voir ici à l'écran, la phase 1 d'un dé rouge est un échec. Comment ça fonctionne? Chaque échec sur un dé rouge va annuler un succès. Si vous avez un échec, ça annulera un succès. Si vous avez 2 échecs, ça annulera 2 succès. Bien sûr, si vous les avez un. Etc. etc. Si vous avez 3 échecs, comme on peut le voir à l'écran, votre action échoue de manière automatique. Hein. Vous ne pouvez pas relancer. C'est échouer, échouer. Donc prenez garde à ne pas avoir trop de points de stress. Il faut mesurer son stress pour en avoir un peu, pour avoir de l'adrénaline en plus. Mais pas trop, parce que si vous avez trop de dés rouges, les probabilités de faire 3-1 s'agrandissent. Enfin, bref. Ensuite, on va parler de votre pool de dés. C'est un excellent indicateur pour visualiser vos probabilités de réussir vos actions. Si vous êtes en bonne santé, vous avez 60% de chances de réussir vos actions et 84% à la relance. Si vous êtes amoché, vous avez 3 dés en moins et que vous êtes un peu chargé en adrénaline, votre personnage est amoché et stressé. Vu qu'il est stressé, ça amenuise perte de probabilité, donc il reste quand même à 49% de proba. S'il est très gravement blessé, par exemple si vous êtes pris un coup dans la jambe, ne vous dites pas: ah, je me suis pris un coup dans la jambe, donc je ne peux plus courir. Non, c'est pas vrai, vous pouvez courir. Vous êtes blindé en adrénaline. Vous dépassez, en fait, vous outrepassez votre douleur et vous courez malgré que votre jambe part un peu en cacahuète. Ça, c'est tout à fait possible. Et si, par contre, toutefois, il vous reste un dé noir et un dé rouge, alors vous êtes à la fois mourant et à la fois vous n'êtes plus du tout stressé. Donc, en fait, vous êtes en train de vous endormir tout doucement, progressivement en direction de la mort. Et ça amenuise votre probabilité de réussir vos actions à 28%. Donc, si vous êtes blessé, vous prenez des sales coups, vous avez un œil crevé, vous avez une main coupée ou je ne sais quoi, ne partez pas du postulat, vous allez avoir des malus sur des actions très précises. Le malus est, quoi qu'il arrive, déjà appliqué dans votre pool de dés, tel qu'on le voit ici. Vos probas de réussir vos actions c'est visible ici devant nous. Enfin, bref. À tout moment, vous pouvez récupérer des points de vie. Hein. C'est jamais perdu définitivement. Vous pouvez faire 2 choses. Soit un soin de fortune, ça veut dire qu'en gros, vous déchirez un tissu et vous bandez vos plaies comme vous pouvez, vous mettez de l'alcool sur votre plaie, vous bricolez une attelle, bref, vous vous démerdez en gros pour essayer de vous soigner. Si vous faites un succès ou plus, vous gagnez un point de vie. Si vous échouez, vous en perdez 1. Donc, vous faites attention à pas trop en abuser, ça peut être dangereux. Et sinon, vous avez les soins avancés, donc si vous avez du matériel médical, vous allez lancer les dés. Si vous faites X succès, vous gagnez XPV. Attention, en cas d'échec, le matériel médical est consommé.
C'est-à-dire qu'en gros, si vous échouez, eh ben, c'est fini, vous pouvez plus du tout réutiliser ce que vous aviez au préalablement dans les mains, quoi. Pour diminuer votre stress, vous pouvez faire une action de roleplay. Vous mettez une clope, vous regardez une photo de famille, vous écrivez dans un journal, enfin bref, vous faites une action de roleplay. Attention, le conservateur peut à tout moment vous mettre la là. C'est-à-dire que si vous abusez de cette règle, ou si vous le faites à un moment inapproprié parce qu'il y a un tueur en série devant vous, eh bien ça marche pas. Vous perdrez pas de points de stress, évidemment. En cas de repos, alors c'est en gros si vous dormez ou si vous passez plusieurs heures à ne rien faire, très rare, ce sera probablement plus possible dans des campagnes, mais c'est très très rare. Vous perdez un point de stress par heure de repos, gagnez un point de vie supplémentaire si vous faites un jet de soin dans votre repos, et vous récupérez un des 6 de dés de fel, mais ça, on le verra plus tard. Et que se passe-t-il lorsqu'on tombe à 0 dés noirs? Vous n'êtes pas encore mort. En fait, vous rentrez dans un état d'agonie. En gros, vous êtes au sol. Si vous êtes chargé en stress, votre conservateur peut vous offrir une dernière action. En fait, vous lancerez que les dés rouges pour tenter une toute dernière action. N'est pas se soigner, évidemment. Mais ça, c'est le conservateur qui arbitrera, hein, évidemment. Il fait un peu ce qu'il veut. Moi, je le fais comme ça. C'est pas écrit dans les règles, mais c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Si vous réussissez un jet de trépas, donc en gros, quelqu'un est en train de mourir, les autres vont essayer de le soigner. Il faut faire au minimum 2 succès et la personne se stabilise à un point de vie. Si bien sûr le jet est échoué, hein, et ben la personne décède. Ensuite, on va aborder quelques petites règles encore supplémentaires, les jets groupés. Les jets groupés, en fait, quand ensemble, collectivement, vous décidez de faire quelque chose, par exemple soigner quelqu'un qui est en train de mourir, et bien vous allez tous ensemble, tous ceux qui participent à cette action, vous allez tous ensemble faire rouler vos dés. Tous vos pools de dés fonctionnent comme un pool commun à tout le monde. Ça veut dire que si un joueur fait 3 succès et les 2 autres font 4 échecs, et comme on l'a dit précédemment, les échecs annulent les succès, donc l'action globale ne fonctionne pas parce que quelqu'un réussit j'en sais rien moi, à bander les plaies, tout ça, et l'autre, sans faire exprès, il marche sur Enfin bon, bref, un individu peut compromettre l'action collective, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir que si un joueur décide de relancer son pool de dés, c'est tout le monde qui relance. Les jets opposés. Les jets opposés, alors c'est quand 2 visiteurs, 2 personnages autour de la table, se mettent un peu sur la gueule. Souvent, voilà, un des joueurs veut contraindre l'autre à faire quelque chose, donc on va faire ce qu'on appelle un jet opposé. Les 2 joueurs concernés vont faire rouler les dés. Ok, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Il y a juste une petite particularité qui est assez sympa, c'est que la relance est illimitée. Ça veut dire que si un visiteur veut coûte que coûte réussir en action et contraindre l'autre à faire quelque chose, il devra relancer suffisamment pour espérer avoir plus de succès que son adversaire. Et évidemment, quand il relance, il récupère à chaque fois un dé de stress. Il se bat contre son ami, donc ça procure énormément de stress. Quand quelqu'un décide de ne plus relancer, et il ne peut pas revenir sur cette décision. S'il déclare qu'il ne relance pas, si l'autre personne face à lui continue de relancer, personne concernée qui a stoppé sa relance, il peut pas revenir sur cette décision. Ok ? Donc voilà. Alors, au niveau des combats, alors les combats, vous allez voir, c'est assez rapide. Déjà, il faut savoir que vous allez jouer en tour par tour, en général dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez 5 secondes pour déclarer votre action. Quand c'est à vous de jouer, si vous ne déclarez pas votre action dans les 5 secondes qui arrivent, considère que votre pool de dés est un échec automatique. Donc vous allez prendre tarif, quoi. Donc c'est quelque chose qui est stressant, parce que dès que c'est à vous, il faut réagir, il faut faire quelque chose, et voilà. C'est du temps réel, on cherche à viser du gameplay en temps réel où c'est très dynamique, il faut se dépêcher, il faut réagir, on n'a pas le temps, on va à gauche, à droite, voilà, faut prendre des décisions comme dans entre guillemets la vraie vie, ça fonctionne comme ça. On va prendre un exemple de combat. Alors vous êtes face à une abomination qui a un degré de difficulté de 3, mais vous le savez pas évidemment, et vous êtes équipé d'un fusil à pompe qui fait 5 points de dégâts. La portée, on verra plus tard. Vous décidez gentiment de offrir du plomb à votre adversaire, donc vous lui tirez dessus. Vous allez lancer votre pool de dés pour savoir combien de succès vous allez générer. Vous avez fait un succès. En réalité, vous en avez fait 2, mais il y en a un qui est annulé. Bref, vous avez qu'un seul succès. C'est une réussite partielle. Donc vous parvenez à faire ce que vous faites. Donc vous parvenez à tirer sur l'abomination et lui affliger 5 points de dégâts. Mais on l'a dit précédemment, les réussites partielles, il y a des conséquences à cela. La conséquence, elle est très simple. Donc là, il manque 2 succès pour atteindre le degré de difficulté de l'abomination. Donc c'est les dégâts tout simplement que vous allez prendre. Si l'abomination était de degré de difficulté 4, vous auriez pris 3 points de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez toujours la différence entre le nombre de succès et le degré de difficulté. Et ça, c'est le conservateur qui fera évidemment le calcul. Lorsque vous allez vous prendre une attaque de cette chose, vous allez pouvoir estimer du coup, avec votre
succès, vous allez donc faire le calcul et vous allez pouvoir facilement imaginer à combien est la créature. Et en fait, dans le roleplay, c'est traduit par votre personnage qui, une fois qu'elle se confronte à la créature, une fois qu'elle lui tire dessus, eh ben, elle constate en fait visuellement, pris d'une attaque que la personne subit, elle constate en fait la force de la créature. Elle peut taper très fort ou elle peut mettre des petites pichenettes, quoi. Voilà, en fait, c'est un moyen pour vous, visiteurs, eh bien, d'évaluer la puissance de quelque chose et de savoir s'il faut fuir ou si on peut la combattre. Si vous faites des succès supplémentaires, donc là, dans votre pool de dés, vous avez fait 5 succès, c'est exceptionnel. Il y a ces deux succès supplémentaires vis-à-vis du degré de difficulté. Ça signifie quoi? Pour chaque succès supplémentaire que vous obtenez, eh ben, vous avez un tir supplémentaire. Ou un coup, parce que si c'est une arme physique, une arme de corps à corps, vous avez un coup supplémentaire. Donc là, on constate que vous avez 2 succès supplémentaires. Votre conservateur, enfin le constatera et vous dira, eh ben, écoute, tu peux tirer 3 fois. Une fois parce que vous avez atteint le degré de difficulté 3, une deuxième fois parce que vous avez eu un succès supplémentaire, et une troisième fois parce que vous avez encore eu un succès supplémentaire. Donc vous tirez 3 fois, donc vous infligez 15 points de dégâts. Il faut savoir que vous pouvez splitter les tirs. Si vous faites face à 3 zombies, vous pouvez les déglinguer tous les 3. Donc ça rend vraiment votre action absolument héroïque, quoi. Nous allons aborder quelques petites règles, hein. Si vous décidez de ne pas tirer mais de vous mettre à couvert, et bah si vous êtes en conflit armé avec des brigands ou je ne sais quoi, vous avez un bonus de -1 dégâts que vous subissez. Si vous prenez 2 points de dégâts, finalement vous n'en prenez qu'un, quoi. Fuir au corps à corps, quand vous êtes engagé physiquement au corps à corps avec une abomination, pour essayer de la fuir, il faut faire son degré de difficulté. Donc là c'est 3, hein. Abomination et degré de difficulté 3. Okay. Si vous êtes engagé au corps à corps et que vous voulez fuir par la porte qui est fermée derrière vous, l'abomination est degré de difficulté 3 et la porte derrière est du degré de difficulté 4. Comment ça se passe? Le conservateur retiendra la degré de difficulté plus élevé parmi les deux. Ce serait la porte qui est derrière. Il faudrait faire 4 succès. Ok. Donc voilà pour la fuite au corps à corps. Les portées. Les armes ont des portées. Vous avez la portée au corps à corps, la portée courte, la portée moyenne et la portée longue. Corps à corps, c'est corps à corps. Vous êtes engagé physiquement avec l'ennemi devant vous. Portée courte, c'est dans des endroits très restreints, dans des petites pièces, dans des couloirs, dans un appartement. Voilà, c'est vraiment un lieu très très restreint. Portée moyenne, c'est des lieux un peu plus ouverts, dans un magasin, dans une rue. Voilà, donc c'est une portée qui est moyenne, donc c'est un peu plus large, un peu plus. On peut parler de centre commercial par exemple, de forêt. La forêt dense, ce serait plutôt portée courte. Et voilà, donc pour vous donner une petite idée. Et enfin, portée longue, donc là c'est des espaces vraiment ouverts. Ça peut être une plage, un champ, une autoroute. Voilà, c'est vraiment des grandes zones vraiment ouvertes. Comment ça marche les portées? Chaque arme a une portée idéale. Là, par exemple, en l'occurrence, pour le fusil à pompe, c'est portée courte. Alors pour chaque cran qui sépare votre portée idéale de la portée réelle du tir, s'applique un malus de -2 à chaque fois. Alors comment fonctionnent ces malus? Eh bien, vous allez, au moment du jet, retirer autant de dés noirs que le malus qui s'applique sur votre jet. Si vous avez -4, vous retirez 4 dés noirs et vous lancez les dés. Et après, bien sûr, vous récupérez vos dés noirs, hein, évidemment. Si vous n'avez pas suffisamment de dés noirs, alors vous entamerez vos dés rouges. Voilà comment fonctionne un malus. On va aborder maintenant le développement de votre personnage. Vous avez la possibilité de gagner des points d'expérience. Quand vous ressortez vivant d'un scénario, donc quand on parle de scénario, on parle d'une histoire qui se déroule sur une soirée, si vous en ressortez vivant, vous avez 3 points d'expérience. Si votre personnage principal décède, vous n'avez qu'un seul point. Si vous arrivez à abattre la cible, l'antagoniste de ce scénario, hein, le conservateur déterminera lequel c'est, son bon vouloir, vous gagnez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous voulez réaliser un coup d'éclat absolument exceptionnel, hein, qui surprend la table, qui surprend le conservateur, vous pouvez gagner 1 point d'expérience bonus. Voilà. Il existe 3 manières de jouer à Aurore. Donc vous avez des one-shots. Alors c'est très simple les gars, et ben c'est un one-shot, c'est un scénar qui dure une soirée, bam, hein, c'est clair et net. Il n'y a pas nécessairement de one-shot qui vont durer 2 ou 3 soirs. Non, en général, les scénarios d'Aurore, c'est une soirée, et après c'est terminé. Quand vous faites un one-shot, vous avez 12 points d'expérience au tout début de l'aventure que vous allez pouvoir répartir, mais ça on le verra plus tard. Si vous jouez en campagne de visiteur, alors on le rappelle, hein, visiteur c'est vous, et vous errez dans la bibliothèque du conservateur de votre meneur de jeu. La campagne d'un visiteur, ça fonctionne comment? Les scénarios d'horreur sortent en arc de 7 histoires qui abordent un même thème. Post-apo zombie, horreur paranormale, apocalypse, enfin bref, les thèmes sont divers et variés. Ces arcs de 7 scénarios peuvent être joués en campagne. Et si vous le jouez en campagne de visiteur, donc si vous enchaînez ces 7 scénarios, eh bien, vous, visiteurs qui êtes dans la bibliothèque, vous allez vous engager auprès du conservateur et de la table qui est autour de vous à vivre ces 7 aventures d'affilée. Alors, pas dans la même soirée évidemment, hein, mais vous allez jouer en campagne, quoi. Il se passe quoi au niveau des points d'expérience?
vous allez gagner les points d'expérience selon les modalités des règles au-dessus là. À chaque fin de scénario, vous allez générer des points d'expérience. Ça va créer un capital de points d'expérience que vous allez récupérer pour la session d'après. À chaque début de scénario, vous allez avoir de plus en plus de points d'expérience que vous allez pouvoir répartir librement dans le personnage de l'histoire que vous allez incarner. Si dans le premier scénario, vous jouez une vieille sorcière, vous allez pouvoir créer votre sorcière comme ça vous fait plaisir. Si dans le second, vous jouez un exorciste, et ben vous pouvez utiliser ces points d'expérience pour créer l'exorciste qui vous fait plaisir. Là, ça vous permet de jouer en campagne et de construire des personnages divers et variés. La campagne de personnages, donc c'est différent de la campagne d'un visiteur. La campagne de personnages, là, on va créer un personnage de A à Z qui est né dans ce monde de merde, qui a grandi là-dedans, grandi dans le fel, tout ça, et qui va vivre ces 7 histoires d'affilée. Hein, il vit ces mêmes aventures. Et comment ça marche au niveau des points d'expérience? C'est très simple. Dès le moment où vous allez acquérir des points d'expérience, vous allez pouvoir les utiliser. Et quand vous les utilisez, vous ne pourrez plus revenir sur votre décision. Hein. Si votre perso développe, c'est rien moi, des dons avec le fel, il les développe et voilà, et vous ne pouvez pas revenir sur ça. Là où dans la campagne d'un visiteur, vous pouvez tout à fait revenir sur vos personnages d'une session à l'autre. Voilà. Ensuite, vous avez 3 manières de développer votre personnage à travers des objets, des atouts et des dons. Les objets, on peut le voir ici, il y a 2 tables. Il y a celle des armes, donc avec les catégories d'armes, au corps à corps, les armes un peu plus poussées au corps à corps, les armes qui peuvent être utilisées au corps à corps et à distance. Enfin bref, vous avez toutes les catégories d'armes. Hop, je décale ça. Et vous avez aussi une autre table d'objets tactiques. Alors tactiques, on parle d'objets qui peuvent retourner le cours de la partie, qui peuvent vous sauver la vie, qui peuvent... voilà. Les armes, bien sûr, infligent des dégâts à vos adversaires. Les objets tactiques vont vous donner des bonus en fonction de comment vous les utilisez dans l'aventure. Ces objets sont tout à fait achetables. On voit la colonne coût, c'est le nombre de points d'expérience qu'il faut griller pour avoir ces objets. Si vous perdez les objets au cours de l'aventure, le conservateur déterminera si vous pouvez les récupérer ou non avant le début de l'aventure d'après. Donc voilà pour les objets. Alors il existe aussi des objets pharmaceutiques pour essayer de se soigner, diminuer le stress, tout ça, bref. Le deuxième cas de figure, alors c'est les atouts. Les atouts, on les a ici présents, on voit par exemple endurci, on voit qu'il y a 2 paliers. Il faut toujours au préalable déverrouiller le premier palier avant de pouvoir espérer déverrouiller le second. Ok, ça marche? On va les passer en revue, évidemment, on est là pour apprendre les règles. Le palier numéro 1 de endurci, vous dépensez 3 points d'expérience. Et vous commencez l'aventure, non pas avec 5 dés, mais avec 6. Voilà, c'est permanent. C'est très bien. Vous passez au palier numéro 2, donc vous dépensez 2 points d'expérience supplémentaires. Et vous obtenez encore un dé de vie en plus. Donc c'est 6 finalement. C'est 7, parce que ces paliers se cumulent, attention. Donc voilà pour endurci. Tenace, lorsque vous subissez des dégâts, donc si sur vos 5 dés vous prenez 2 blessures, les dés que vous vous apprêtez à perdre, les 2 dés noirs que vous vous apprêtez à enlever, vous allez prendre ces 2 dés, vous allez les faire rouler. Et si vous faites un 6, ou 2, c'est possible, vous préservez ces dés. Les dés qui affichent des 6, vous les gardez, parce que c'est des dés chanceux, on les garde. Faut pas abuser. Si vous débloquez le palier 2 de tenace, c'est sur un 5 ou un 6 que vous préservez le dé. Ok, donc c'est très fort, combiné à endurci, c'est incroyable. Après vous avez l'atout stoïque. Stoïque, c'est exactement la même chose, mais pour le stress. Dès que votre personnage récupère des points de stress, ça peut être à travers des événements horrifiques au cours du scénario, ou à travers les relances que vous faites. Lorsque votre personnage génère un dé rouge sur son tapis, ce dé rouge, de la même manière, vous le faites rouler. S'il affiche un 6, vous pouvez le virer. Et je précise bien que vous pouvez le faire. Si votre objectif est de gagner un peu de stress pour avoir un peu d'adrénaline, vous pouvez tout à fait préserver ces dés que vous récupérez. Toutefois, si vous considérez que vous commencez à en avoir un peu trop, vous faites un 6, parfait, et hop, ça dégage. Bien sûr, au palier 2, vous avez ce choix de le virer ou pas, sur la phase 5 et 6. Donc voilà, comme tenace, c'est exactement pareil. Vous avez après l'atout lâche. Ça coûte 2 points d'expérience, il n'y a pas de palier cette fois-ci. Lorsque vous êtes engagé au corps à corps, vous avez un succès automatique pour fuir. Attention, vous êtes obligé de lancer votre pool de dés malgré tout. Si vous essayez de fuir une créature au corps à corps, même si elle est de degré difficulté 1, même si vous avez cet atout qui vous donne un succès auto, vous pouvez vous dire, lancer les dés, il est degré difficulté 1 et moi j'ai un succès auto, ça devrait passer. Non, ça se passe pas comme ça. Vous êtes obligé de lancer les dés. Pourquoi? Vous êtes pro au stress et si vous affichez un échec rouge pour un dé de stress, ça peut annuler votre succès auto, attention. Juste que pour dire, vous avez considéré que vous avez toujours un succès en plus de votre pool de dés pour fuir.
Ce qui est très fort avec cet atout, c'est que, eh bien, si vous fuyez pour faire une autre action, si vous voulez défoncer la porte qui est derrière vous pour fuir la créature qui est face à vous, eh bien, ce succès automatique est préservé. En fait, il est utilisé pour enfoncer la porte derrière. Donc, c'est une manière un peu détournée d'avoir un succès auto pour faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Vous avez ensuite brutal. Vous dépensez un point d'expérience et vous utilisez la ligne d'armes qu'on a vu dans la table d'armes précédemment, et utilisez la ligne d'armes arts martiaux quand vous tapez au corps à corps. Au lieu d'infliger un dégât à main nue, vous en infligez 2. On peut se dire, ouais, ok, bon, dégâts, 2 dégâts, je préfère utiliser mon gun ou mon fusil à pompe. Eh bien, détrompez-vous, c'est super fort. Pourquoi? Eh bien, c'est toutes les armes corps à corps qui infligent un point de dégâts supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez une machette qui fait X dégâts, et ben vous infligerez un point de dégâts en plus. Et c'est à chaque attaque au corps à corps, et des fois, on n'a pas nos armes. Donc voilà, ça peut être assez fort. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est au palier 2, et ben, chaque fois que vous allez attaquer au corps à corps, vous allez avoir un succès automatique au corps à corps. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, mais n'oubliez pas, les succès peuvent toujours être annulés par des échecs. Donc voilà, on passe sur les derniers atouts. Donc il y a réactif, dépensez 2 points d'expérience et vous infligez un dégât supplémentaire par tir. Attention, c'est par tir. Hein. Donc si vous avez fait 2 succès supplémentaires, comme on l'a vu dans l'exemple supplémentaire, vous avez fait 3 tirs à 5 points de dégâts chacun, bah là c'est 6, 6 et 6. Hein. C'est par tir. Donc c'est très violent quoi. Au palier numéro 2, eh ben, 3 points d'expérience, vous avez un succès automatique lorsque vous faites l'action de tirer, simplement. Enfin, vous avez l'atout optimisé, vous dépensez 2 points d'expérience, optimiste, pardon, pas optimiste, et vous bénéficiez d'un succès automatique à tous les jets d'agonie que vous faites. Donc, pour rappel, il faut 2 succès pour réussir un jet d'agonie. Là, vous en avez déjà 1. Là, c'est pas mal. Et en plus de ça, eh ben, vous bénéficiez d'un succès auto pour les jets de sous aussi. C'est très bien, très fort. Vous pouvez quasiment tout le temps soigner, sauf quand vous tapez des échecs, quoi. Vigilant, vous dépensez 3 points d'expérience, et là, en fait, vous êtes vigilant vis-à-vis de votre environnement, vous avez un succès automatique lorsque vous essayez de trouver des objets, des infos, des choses comme ça. Et enfin, intimidant, eh bien, vous allez avoir un succès automatique lors de phases de dialogue, parce qu'en fait, vous allez, entre guillemets, un peu soumettre la personne, elle a un peu plus peur de vous, donc elle est plus enclin à vous donner des informations, et bien sûr, elle en a à donner. Voilà. Enfin, dernière manière de développer votre personnage, c'est la magie, le fel que vous pouvez exploiter. À l'heure où je vous parle, il existe 5 classes. Alors, il va en exister d'autres, bien sûr. La première, c'est la sorcellerie. C'est un gameplay tourné autour des PNJ. Hein. Vous pouvez envoûter quelqu'un, contraindre quelqu'un à faire quelque chose, créer une alchimie amoureuse. C'est très orienté PNJ. Medium, donc c'est un gameplay qui se tourne vers l'au-delà. Hein. Les personnes défuntes, vous pouvez solliciter leur aide pour les événements qui s'apprêtent à vous tomber dessus. Hein. C'est un gameplay où vous allez vous préparer et quand le moment arrive, vous déclenchez vos pouvoirs. Voilà, c'est un gameplay tourné vers ça. La voyance, c'est un gameplay qui se tourne vers des informations qui sont de base un peu imperceptibles. Vous pouvez découvrir ce qui s'est passé autrefois dans cette scène de crime. Vous pouvez savoir ce que quelqu'un a fait de mal autrefois ou avoir des visions d'avenir de mort probable. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc c'est un gameplay qui se tourne vers l'information. Exorcisme, pardon, c'est un gameplay qui se tourne vers le combat pour les bourrins. Hein, je m'adresse aux bourrins. Si vous voulez taper du monstre, eh bien c'est la classe qu'il vous faut. Et enfin, occultisme, c'est pour les joueurs un peu chaotiques. Hein, on en connaît tous plusieurs, des gens qui aiment foutre un peu le bordel. Eh ben, cette classe est faite pour vous. C'est une classe qui concerne des personnes très individualistes, qui pensent qu'à leurs propres intérêts et qui vont exploiter le fel pour assouvir leurs besoins. Vous m'avez compris, quoi. Bref. Comment fonctionne le fel? Vous devez dépenser 5 points d'expérience pour avoir les 5 premiers dés bleus qu'on voit sur la première ligne. Okay, ces dés bleus vont rentrer dans votre réserve de fel. Voilà. Pour chaque point d'expérience supplémentaire que vous dépensez, vous avez des dés supplémentaires. Hein. Un point d'expérience est égal à un dé bleu. Et là, en l'occurrence, on en a 8. On a dépensé 8 points d'expérience au total pour débloquer cette classe. Okay, ces dés-là sont à côté de votre pool de dés, ils sont à l'écart. Parce que bien sûr, vous n'allez pas lancer des sorts tout le temps en permanence tout au long de l'aventure. Marche? Alors, au moment où vous décidez de lancer un sort, vous allez prendre totalité des dés bleus, et je dis bien la totalité, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de prendre tous vos dés bleus et de les intégrer à votre pool de dés. Tous. Bien sûr, vous allez lancer votre pool de dés, on verra le résultat après, pour évidemment lancer votre sort. Quand vous avez terminé de lancer votre sort, vous allez retirer tous les dés bleus, vous allez les remettre dans votre réserve de fel, et vous allez épuiser un dé bleu. Vous allez le retirer de votre réserve parce que voilà, ça caractérise votre épuisement, tout simplement. Chaque fois que vous allez lancer un sort, vous allez retirer un dé bleu à chaque fois parce que votre personnage s'épuise et au bout d'un moment, il ne lancera plus de sort. Il sera trop fatigué. Bien sûr, hein, si vous vous reposez d'un scénario à l'autre, vous récupérez la totalité de vos dés bleus, hein, évidemment.
Comment ça se lit? Et là, c'est ma partie préférée. C'est ce que j'aime en système. Alors, la caméra est trop grande, voilà. Le résultat d'un pool de dés, on va distinguer les dés noirs et rouges des dés bleus. Les dés bleus permettent de savoir si votre sort marche ou non. Ok? Les dés noirs et rouges, comme on l'a vu déjà précédemment, ça permet de savoir si ça joue en votre faveur ou défaveur. Et là, vous comprenez où je veux en venir. Votre sort peut tout à fait prendre effet. Donc là, c'est le cas. En gros, on a 3 succès sur vos dés bleus. Et on a 0 succès sur le pool principal. Donc le sort prend effet, mais ça joue pas en votre faveur. Alors que vous vous apprêtez à lancer un sort d'embrasement pour embraser votre ennemi devant vous, et bah c'est vos compagnons que vous allez embraser. Hein. Vos 3 amis autour de vous vont d'un coup prendre feu, ils brûlent, leur chair brûle au 3e degré, il y a des grosses cloques dégueulasses, tout ça, et ils prennent des dégâts évidemment. Donc voilà, le sort peut jouer en votre faveur, jouer en votre défaveur, et si vous faites aucun succès sur vos dés bleus, et bah, tout simplement, le sort ne prend pas effet. Hein. Il faut comprendre que vos échecs rouges, là on voit qu'on a un rouge, n'annulera jamais un succès bleu. Hein. C'est vraiment 2 choses qu'il faut lire côte à côte, là comme on peut le voir sur le schéma. Ok? Alors, votre pool de dés, vous pouvez à tout moment le relancer, comme on l'a cité précédemment. Tous les succès sont préservés, vous n'avez pas le choix, les dés bleus sont mis aussi à l'écart pour bien tenter un meilleur score, évidemment. Le but, c'est pas d'embraser nos copains. Donc, eh bien, on va faire cette relance, on fait rouler les dés et oh, fait, eh bien, on a un meilleur score. Eh bien, on voit qu'on a 4 succès de Fel, donc notre sort marche très bien. Hein. Et on voit qu'on a aussi 2 succès sur notre pool principal, donc le sort, eh bien, va effectivement toucher notre cible. Toutefois, prenez garde, attention, car on le sait, le Fel, c'est pas bon, ça pervertit les gens, ça pervertit les hommes, ça les transforme en monstre. Vous avez une table juste à côté de moi là qui répertorie en fait les effets qui se produisent lorsque vous faites trop de succès. Si vous faites 1 ou 2 succès, le sort prend effet. Si vous faites 3 succès, votre pool, le sort prend effet et en plus de ça, vous récupérez des défaites que vous avez préalablement perdus sur le sort précédent. Les effets sont cumulatifs hein, sur la table, hein, je tiens à le préciser. Bien sûr, quand vous récupérez du fel, vous ne pouvez pas déplacer votre plafond, hein, faut pas abuser. Et enfin, si vous faites 4 succès ou plus, vous subissez des modifications corporelles permanentes. Vous perdez donc 1 point de vie et vos compagnons prennent 2 points de stress parce qu'ils vous voient en train de muter. Ça veut dire que si vous utilisez un sort d'embrasement et que vous faites ce score-là, eh ben, vous allez avoir votre peau qui va s'assécher et des fissures cendrées vont commencer à émaner. Vous perdez l'usage de votre œil droit. Enfin bref, voilà. Vous commencez à vous transformer petit à petit en monstre. Donc c'est là la mécanique qui est très intéressante et que je trouve absolument génialissime. Sur votre pool principal, on va chercher à avoir le plus de succès possible, parce que c'est dans notre intérêt, on va chercher la relance. Là où sur les dés bleus, eh bien, on va essayer de modérer les succès, on en veut un peu, mais pas trop. Et des fois, eh bien, on n'a pas le choix, comme on l'a vu dans cet exemple. On avait déjà 3 succès sur les bleus, 0 sur le pool principal, et bah, donc il faut faire un choix. Est-ce qu'on embrasse nos potes, ou est-ce qu'on commence à se transformer en monstre? Voilà. Donc le jeu sera amené à vous poser ce genre de questions. Pour apprendre un sort, vous avez 4 possibilités. Chaque sort aura de 1 à 4 mots-clés présents ici, héritage, mentor, ouvrage occulte ou don du sang. Héritage, c'est simple. Dès que vous choisissez votre classe, vous avez le droit à 3 sorts, et tous les sorts qui portent le mot-clé héritage, vous pouvez librement les choisir. Les mentors, c'est des PNJ que vous pouvez rencontrer, ça peut être aussi vos compagnons, hein, évidemment. Ils peuvent vous enseigner de nouveaux sorts. Il faudra lancer vos dés bleus, surmonter un degré de difficulté d'usure de 3 succès. C'est-à-dire qu'il faudra atteindre jusqu'à 3 succès pour apprendre un nouveau sort. Bien sûr, hein, quand vous lancez le sort, il peut se produire des événements plus ou moins tragiques, quoi. Ça peut partir un peu en cacahuète. Si c'est votre domaine d'expertise, si par exemple vous êtes une vieille sorcière, machin, et que vous voulez apprendre un nouveau sort en sorcellerie, ce sera que 3 d'usure. Si c'est un nouveau sort qui n'a rien à voir avec votre classe, par exemple c'est un sort d'exorcisme que vous voulez apprendre, ça n'a rien à voir, bah là c'est 6 succès d'usure qu'il vous faudra. Donc vous pouvez multiclasse, avoir plusieurs classes, mais c'est un peu plus difficile, quoi. Bien sûr, une fois que vous avez multiclasse, une fois que vous avez appris un sort d'exorcisme, tous les autres sorts se passent à 3. Vous avez réussi votre multiclasse. Voilà. Ouvrage occulte, ce sont on parle d'ouvrages là, mais en réalité, ça peut être des VHS, ça peut être toute forme de documents, de support qui détient des informations, qui peuvent vous livrer l'apprentissage de nouveaux sorts. Alors, il faut 8 succès d'usure pour acquérir ce nouveau sort. Alors c'est traduit comment? Ces 8 succès, c'est tout simplement votre personnage qui est en train de lire de manière rapide ou pas. Hein. S'il lit très rapidement, que vous faites un échec, oups, il a déchiré des pages, il fait tomber le livre dans la flotte. Ou s'il regarde une VHS,
le courant disjoncte, la VHS, enfin la cassette, la bobine s'en mêle et se déchire. Enfin bref, vous m'avez compris. Au bout des 8 succès, vous avez consommé tout le contenu, vous apprenez le sort. Tout simplement. Voilà. Et enfin, don du sang. Don du sang, vous ferez face à des abominations. Quand quelqu'un détient énormément de fel en lui, il est capable de lancer des sorts, et bien vous pouvez apprendre un de ces sorts en réalisant quelque chose d'impensable et dégueulasse, évidemment, dans une histoire d'horreur, de consommer cette abomination du fel ou cette personne qui lance des sorts. Donc, ça peut être faire une perfusion, pardon. Vous pouvez le faire du cannibalisme. Enfin, voilà, en fait, il faut qu'il ait un peu de lui en vous, quoi. Voilà, c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Enfin bref, attention, pas d'allusion sexuelle, hein, évidemment. Pendant que vous consommez la personne, eh bien vous allez à chaque tour faire rouler un D6. Si vous faites 1, 2, 3, vous prenez un point de vie. Vous avez du mal votre corps réagit mal à ça. Si vous faites 4 ou 5, vous prenez un point de stress. Votre état mental vrille un petit peu, donc voilà, vous prenez un point de stress. Et si vous faites un 6, par contre, là c'est bon. Vous récupérez un don aléatoire choisi par l'observateur. À tout moment, sachez-le, vous pouvez arrêter le processus. Hein. Si vous perdez trop de points de vie, eh bien, vous pouvez dire ok stop, j'arrête de manger ou j'enlève la perfusion. Enfin bref, voilà. Les sorts se présentent de cette manière-là. Il y a le nom, il y a la partie roleplay et la partie effet. Donc le nom, bah voilà, c'est le nom. La partie roleplay, c'est ce que vous devez faire, visiteur, pour que le sort fasse effet. Hein. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas lancer le sort tout simplement. Hein. Donc là, j'ai pris dans la catégorie sorcellerie, dans cette classe-là, le sort obsession que je trouve assez rigolo quand même, parce que pour le placer en roleplay, c'est compliqué. Le visiteur doit embrasser une de ses victimes et lui glisser dans la bouche un objet personnel qui appartient à une autre cible. La personne qui se fait embrasser, qui a l'objet personnel dans la bouche, est entre guillemets envoûtée, une alchimie amoureuse apparaît et elle tombera folle, dingue, fou dingue de la personne propriétaire de cet effet personnel. Voilà. Donc on a l'effet en dessous hein, qui est écrit de manière format un peu plus règle. Hein, voilà, on parle plus de règles là. Et en dessous, vous avez ce qu'on disait précédemment, la manière d'apprendre ce sort, soit au travers d'un mentor ou d'ouvrages, hein, de documents, de documentation. Là, une nouvelle chose s'offre à nous, c'est l'utilisation. Il faut, pour utiliser certains sorts, notamment celui-ci, des effets personnels. Hein. Vous ne pouvez pas contraindre la personne à aimer quelqu'un d'autre sans avoir au préalable un effet personnel à lui glisser dans la bouche. Donc là, pour lancer ce sort, il faut réaliser l'action de roleplay avec l'objet qu'il vous faut dans la main, quoi, ou dans la bouche là en l'occurrence. Donc voici pour ce premier petit sort, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer tous les sorts qui portent le mot-clé kit de voyance. Ça veut dire que si vous avez un kit de voyance sur vous, et tous vos sorts avec écrit kit de voyance, considérez que vous pouvez tout le temps les lancer. Tout le temps. Par contre, si vous n'avez pas de kit de voyance, parce que voilà, vous l'avez perdu, bref, il vous faudra juste des cartes de tarot pour pouvoir lancer ce sort. Et bien sûr, les autres sorts n'ont pas besoin de cartes de tarot, donc si vous arrivez à choper des cartes de tarot, ça servira que pour ce sort-là, quoi. Du coup, voilà. Et enfin, on va faire un dernier sort, tac. Un sort d'occultiste. Il porte un nom. Là, pour le coup, c'est Valignar, pardon. Ce nom, c'est le mot à prononcer pour lancer le sort. L'occultiste, il a sur lui des notes, des documents, des captures d'écran de forums qui disent si tu prononces ce mot, il se passe ça. Donc là, on peut le voir dans le roleplay. L'occultiste, il a une note qui dit que s'il prononce Valignar, ne prononcez pas ce mot à l'intérieur d'un chalet ou dans une forêt. Il dit qu'il t'apportera la lumière nécessaire pour y voir dans les ténèbres. Le visiteur ne sait pas ce que fait ce sort, et ne le saura probablement jamais, car même si là on présuppose que ça doit faire du feu, hein, on est pas bête non plus, il ne sait pas si ça va toucher les environnements des personnes, plusieurs, parce que rappelons-le, le fel, quand les effets du fel se produisent, ça peut partir un peu dans tous les sens, et c'est toujours un peu compliqué, on est toujours un peu réticent avant de lancer un sort. Voilà. On va aborder, et là on est vraiment sur la fin, les fiches personnages. Donc les fiches personnages se présentent de cette manière-là. Nous avons à gauche les atouts, avec les petites cases à cocher quand vous mettez des points d'expérience dedans. Il faut cocher toutes les cases, griller tous vos points d'expérience d'un palier avant de pouvoir débloquer la règle, et pour pouvoir passer au palier suivant. Nous avons en haut à gauche un contrat. C'est une manière assez amusante d'écrire son nom et son prénom sur sa fiche personnage, surtout si vous jouez en campagne de personnage. En gros, vous signez que le conservateur se dédouane de toute responsabilité. Hein. Si vous vivez une aventure traumatisante, ça ne le regarde pas, vous en assumez entièrement la responsabilité. Voilà, c'est une manière un peu marrante de marquer le nom et le prénom. En haut à droite, vous avez camarade. C'est pour écrire le prénom des personnages qui vous entourent, des autres joueurs. Il y a la partie identité. Hein. On connaît un nom, prénom, métier, sexe, âge, taille, poids, tout ça, bref. Vous avez la partie histoire. Alors très souvent, si vous jouez avec les prêtiers en tout cas, votre personnage est intégré dans l'histoire qu'il s'apprête à vivre.
j'en sais rien, vous cherchez à poursuivre un tueur en série, bah, peut-être que le tueur en série, il cherche à tuer un des joueurs autour de la table depuis longtemps. Le deuxième joueur autour de la table, c'est un profiler du FBI qui cherche à le capturer depuis un moment. Enfin, vous êtes tous implémentés dans l'histoire et vous avez tous des secrets qu'il faudra bien sûr dévoiler au fur et à mesure de la partie parce que c'est sympa de voir un peu les secrets des autres. Voilà. En bas de la fiche personnage, vous avez les dons en bas à gauche, hein, avec votre réserve de fel. Vous notez à gauche les dés qui vous restent, et à droite le total de vos dés de fel que vous avez. Hein. C'est important de noter cette réserve parce que quand vous les récupérez, il faut savoir jusqu'à combien on peut en récupérer. Case circulaire, c'est évidemment pour créer les points d'expérience. Et en dessous, vous avez plusieurs lignes. Hein. Vous pouvez y noter les sorts, uniquement les noms. Ne vous embêtez pas à noter les effets directement. Okay, les objectifs, vos personnages, les joueurs ont un objectif commun et individuel qui est propre à chaque personnage. Donc c'est ici que c'est noté. Les armes, alors il faut savoir que les armes sont notées ici. Au niveau des dégâts, des portées, tout ça, on se fait pas chier dans ce jeu de rôle. Un fusil à pompe et portée courte, 5 dégâts. Tous les fusils à pompe vont s'appeler fusil à pompe PC, portée courte, 5 dégâts. Donc en fait, juste avec le nom de l'arme, vous savez jusqu'où ça peut tirer, combien de dégâts ça fait. Donc fusil à pompe PC 5. Et, donc toutes les armes portent un nom un peu comme ça, et il suffira juste simplement de les écrire sur votre fiche personnage. Les protections, vous pouvez avoir des gilets pare-balles ou quoi, ou toute forme de protection sur vous, hein, c'est des tenues, hein, qui vous octroient des bonus que votre conservateur déterminera. En général, c'est un point de vie que vous pouvez encaisser gratuitement. Hein. Vous prenez 2 points de dégâts, vous en prenez qu'un finalement. Et enfin, le sac à dos. Vous avez plusieurs lignes, et toutes ces lignes sont divisées en 2. Chaque objet fait un certain nombre de poids. Une bouteille d'eau, je dis des conneries, hein, une bouteille d'eau fait 2 lignes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez noter bouteille d'eau et elle prendra 2 lignes de votre sac à dos. C'est-à-dire que sur ces 2 lignes-là, vous ne pouvez rien noter. Si vous avez un lance-flamme, ça prendra 7 lignes, bah vous le notez une fois sur la première ligne et les 6 lignes suivantes sont bloquées. Vous ne pouvez pas rien mettre dessus parce que ça prend de la place, quoi. Il y a des objets comme un téléphone à clapper, une lampe, les petits objets comme ça prendra une demi-ligne. C'est pour ça que c'est divisé en 2. Voilà. Et les dernières choses, du coup, c'est le verso de la fiche personnage. En haut, c'est ici que vous pouvez noter le détail de vos sorts, ce que ça fait, les règles, tout ça. Et en bas à droite, vous avez la table, ce qui vous arrive quand vous faites trop de succès de fel. Vous savez ce qu'on disait tout à l'heure, si vous faites trop de fel, vous pouvez vous transformer en monstre. Ça. En bas de la fiche personnage, vous avez des rappels de règles. Alors faites attention parce que le screenshot que je vous présente ici, il y a quelques corrections qui n'ont pas été appliquées. Hein. Donc faites gaffe, ne lisez pas ça. Hein. Fiez-vous à ce que je vous ai dit dans la vidéo, les règles qui sont là sont vouées à être corrigées normalement. Mais vous avez ça pour tout joueur qui se questionne sur les règles, vous avez juste à retourner votre fiche perso et voilà, bam. Et voici la fin de cette vidéo de règles. Alors je sais, elle est un peu longue et un peu fastidieuse, mais maintenant vous êtes désormais capable de pouvoir jouer à Aurore en tant que visiteur et même en tant que conservateur. Vous pouvez animer n'importe quel scénario horrifique. N'hésitez pas à vous rendre sur mon Patreon, il y a tout dedans, hein. Écoutez bien, c'est très important. Vous avez le livret de règles, vous avez un document qui synthétise les règles, hein, très important. Vous avez énormément de documentation et vous avez aussi les scénarios. Hein. Le premier scénario, il est gratuit, donc vous pouvez largement le masteriser. Foncez dessus, regardez, checkez, il y a plein de choses qui sont pour vous, qui sont dédiées à vous. Régalez-vous, faites-vous plaisir, c'est ici, au-dessus de moi. Vous avez un Discord qui est dédié du coup à ce jeu de rôle. Discord FR, hein, je tiens à préciser, pour y organiser des parties. Et enfin, le QR code Let's Roll, là, qu'on voit en haut à droite, c'est pour accéder au système Aurore sur la table virtuelle Let's Roll. Hein, si vous ne jouez pas en physique, si vous jouez à distance avec des potes, vous pouvez avoir accès à ce système, à ces fiches personnages, ces jets de dés qui sont automatisés, et les calculs de succès, échecs, tout ça, là, tout ça c'est automatisé. C'est dessus, c'est à travers Let's Roll. Si jamais je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer une excellente partie. Amusez-vous bien, régalez-vous. Allez, ciao.